Au plus profond d'un hiver médiéval, à travers l'étendue gelée de la campagne européenne, la fumée s'élevait d'innombrables cheminées dans les ciels gris de décembre. La neige recouvrait les toits de chaume et transformait les sentiers de terre en glace traîtresse. À l'intérieur des chaumières sombres comme des salles de manoir en pierre, les familles se rassemblaient autour de foyers crépitants, tirant leur subsistance de provisions soigneusement préparées des mois auparavant. Le contraste entre l'abondance de l'été et la rareté de l'hiver pouvait faire la différence entre la survie et la famine. Lorsque la nourriture fraîche disparaissait sous des couches de givre et de neige, les gens du Moyen Âge s'appuyaient sur un réseau complexe de techniques de conservation, un savoir accumulé au fil des générations et affiné par d'innombrables cycles de fêtes et de disettes. Dans cette vidéo, vous découvrirez 15 recettes médiévales oubliées qui ont permis à nos ancêtres de survivre aux hivers les plus rigoureux, sans réfrigération, sans méthode de conservation moderne, ni produits importés. Cette exploration vous emmènera des côtes norvégiennes, balayées par les vents, où le poisson séché séchait sur des râteliers en bois, aux villages germaniques où des tonneaux de choucroute fermentées remplissaient les caves à légumes. Nous examinerons le modeste potage mijotant sans fin sur les feux des paysans et les élégants mortrous qui décorèrent les tables nobles. Du hydromel stocké dans les caves des monastères au travail ensanglanté de l'abattage de novembre, chaque recette raconte une histoire d'ingéniosité, de nécessité et de sagesse culinaire remarquable. La survie hivernale médiévale ne consistait pas simplement à avoir de la nourriture, elle exigeait du savoir. Les familles devaient se comprendre précisément quand abattre leur bétail, quelle quantité de sel utiliser pour emballer la viande, quels légumes pouvaient endurer des mois dans des caves froides et comment la fermentation pouvait transformer le chou en nutriments hivernaux. Il ne s'agissait pas seulement de recettes, elles représentaient de la compréhension accumulée de générations qui ont vécu et sont mortes par le succès de leurs efforts de conservation. Les aînés enseignaient aux jeunes, les mères transmettaient des techniques aux filles, les pères formaient les filles à l'art de l'abattage de novembre. Ce savoir n'existait pas sous forme écrite, mais dans la compétence pratiquée, dans le toucher qui savait quand la viande avait absorbé suffisamment de sel, dans l'œil qui reconnaissait une choucroute correctement fermentée, dans le nez qui détectait les premières traces de détérioration. Nombre de ces techniques ont été perdues à notre époque de réfrigération et de chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Ce qui constituait autrefois un savoir de survie essentiel est devenu une curieuse note de bas de page historique, étudiée par les érudits mais rarement pratiquée par les gens ordinaires. Pourtant, dans ces 15 recettes réside une sagesse qui vaut la peine d'être retrouvée, non seulement pour l'intérêt historique, mais pour comprendre comment nos ancêtres ont résolu des problèmes fondamentaux de sécurité alimentaire en n'utilisant rien d'autre que l'observation, l'expérimentation et la tradition héritée. Certaines de ces recettes ont soutenu les paysans les plus pauvres pendant les mois glacés, où la nourriture fraîche devenait un lointain souvenir. D'autres sont apparues lors des festins de Noël dans les salles nobles, démontrant que même les riches ne pouvaient échapper au défi fondamental de l'hiver, la nécessité de nourriture conservée lorsque la saison de croissance prenait fin. Toutes partagent un fil conducteur. Elles ont rendu la survie possible lorsque les températures baissaient, que la neige tombait et que le concept même de nourriture fraîche devenait un souvenir entretenu uniquement par l'anticipation du retour éventuel du printemps. Bientôt, nous découvrirons comment les gens du Moyen Âge ont orchestré un extraordinaire ballet saisonnier de conservation, salage, fumage, séchage, fermentation, mise en conserve et stockage, pour s'assurer que l'abondance de l'automne les porterait à travers la rareté de l'hiver. Commençons ce voyage dans un temps où savoir conserver la nourriture n'était pas un passe-temps ou une poursuite artisanale, mais littéralement la différence entre la vie et la mort, entre une famille qui a survécu jusqu'au printemps et une autre qui n'a pas survécu. Imaginez la côte norvégienne en février, où des vents amers balayent les villages de pêcheurs et où les températures oscillent juste au-dessus du point de congélation. Sur des râteliers en bois s'étendant le long du rivage, des milliers de morues pendent, fendues et éviscérées, se transformant lentement dans l'air froid et sec. Cette scène, répétée depuis plus d'un millénaire, représente la plus ancienne méthode de conservation des aliments connue au monde, une technique si réussie qu'elle a alimenté l'expansion viking et est devenue le fondement économique de la Norvège tout au long de la période médiévale. La technique apparaît pour la première fois dans le texte islandais du XIIIe siècle, la saga d'Egil, qui fait référence au chef Thorolf Kveldulfsson
expédiant du poisson séché de Norvège en Grande-Bretagne dès 875 après J.C. Le processus exigeait des conditions précises. Les morues ou les aigles fins pêchés pendant la saison de frai étaient éviscérés immédiatement, puis séchés entiers ou fendus le long de la colonne vertébrale. Ces poissons préparés pendaient sur des râteliers extérieurs de février à mai, lorsque le temps norvégien offrait des températures fraîches stables, avec peu de pluie. Pendant des semaines, environ 80% de la teneur en eau du poisson s'évaporait, laissant des filets denses et durs comme de la pierre, qui pouvaient durer plusieurs années sans se gâter. Le génie nutritionnel du poisson séché résidait dans sa concentration plutôt que dans la perte de nutriments. Le séchage retirait simplement l'eau tout en conservant les protéines, le fer, le calcium et d'autres nutriments essentiels du poisson sous forme concentrée. Le résultat était léger, extraordinairement durable et très nutritif. Au besoin, le poisson séché pouvait être reconstitué en le trempant dans de l'eau. Les sources contemporaines décrivent le poisson séché comme l'équivalent islandais du pain, l'aliment de base qui a nourri l'Islande pendant des siècles. Les navires vikings transportèrent du poisson séché comme provision standard, aux côtés de porridge, de pain et de beurre. Cette morue conservée a permis les longs voyages qui ont emmené les navires nordiques à travers l'Atlantique Nord jusqu'en Islande, au Groenland et finalement en Amérique du Nord. L'importance économique ne peut être surestimée. Elle représentait la majorité des revenus commerciaux de la Norvège de l'âge viking à la période médiévale, trouvable sur les marchés de Grande-Bretagne à Constantinople. Alors que les Norvégiens perfectionnaient le séchage du poisson à l'ère glaciale, leurs voisins du Sud développaient une technique tout aussi importante qui allait remodeler l'économie médiévale. Les eaux hivernales de la mer du Nord regorgeaient de harengs, et lorsque les pêcheurs hissaient leurs filets pleins de ces poissons argentés, ils possédaient non seulement de la nourriture, mais aussi du capital liquide. Le hareng salé est devenu l'une des denrées les plus couramment échangées dans le vaste réseau de la Ligue hanséatique, avec des keepers conservés apparaissant sur les marchés aussi lointains que Constantinople. À une époque où la monnaie papier ne dominait pas le commerce, les tonneaux de hareng salé fonctionnaient comme une monnaie efficace, portable, précieuse et universellement désirée. Le processus de conservation combinait simplicité et efficacité. Après avoir été éviscérés et décapités, les harengs étaient emballés serrés dans des tonneaux en bois avec de généreuses quantités de sel. Le sel extrayait l'humidité de la chair par osmose, créant une solution de saumure avec une concentration d'environ 20% de sel, suffisante pour tuer la plupart des bactéries dangereuses. Le résultat, connu sous le nom de hareng blanc, avait une durée de conservation prolongée, allant jusqu'à 2 ans, et pouvait être transporté sur de longues distances. L'observance religieuse a amplifié l'importance du hareng au-delà des considérations alimentaires normales. À partir du IXe siècle, les réglementations ecclésiastiques du christianisme exigeaient des fidèles qu'ils jeûnent, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent de viande, pendant environ 180 jours par an, bien que le nombre exact variait selon la région et la période. Cela a créé une demande massive et fiable de poissons pour remplacer la viande interdite. Pendant le carême et d'autres périodes désignées sans viande, le hareng mariné est devenu la protéine de base dans toute l'Europe du Nord. Ce qui a commencé comme une conservation pratique est devenu un moteur économique, avec des communautés côtières entières bâtissant leur prospérité sur des tonneaux de poissons salés expédiés le long des routes commerciales hanséatiques à travers le monde médiéval. Descendons du commerce maritime du poisson conservé à la chaumière, au sol de terre battu où un chaudron de fer pend au-dessus de braises incandescentes. L'odeur d'un ragoût épais emplit le petit espace, pas riche ou complexe, mais nourrissant et chaud. C'est le potage, le plat qui a maintenu en vie les habitants les plus pauvres de l'Europe médiévale pendant d'innombrables hivers rigoureux. Cette soupe épaisse ou ce ragoût, fait en faisant bouillir des légumes, des céréales et occasionnellement de la viande ou du poisson, constituait l'aliment de base du régime alimentaire des pauvres du IXe au XVIIe siècle. Le potage d'hiver ressemblait peu au ragoût riche en légumes possible pendant les mois d'été. Lorsque les produits frais disparaissaient, les pois secs, l'avoine et les légumes racines portaient tout le poids de la survie nutritionnelle. Les contes agricoles d'exploitation comme le manoir de Cuxam dans les années 13-20 révèlent que le potage d'hiver se composait principalement de pois secs et d'orge, complétés si possible par du chou, des navets, des poireaux et des oignons. Les versions paysannes étaient assez fines, plus de bouillon que de ragoût,
étirés pour nourrir de grandes familles, avec des provisions limitées. La viande n'apparaissait que lors d'occasions spéciales. Sinon, la version paysanne était assaisonnée avec le sel ou les herbes disponibles. La méthode de cuisson elle-même incarnait l'efficacité et l'ingéniosité médiévales. Les chaudrons de fer suspendus au-dessus de feux ouverts permettaient au potage de mijoter lentement toute la journée, nécessitant une attention minimale de la part des personnes dont les heures de jour étaient consacrées à un travail agricole épuisant. Le pot pouvait rester sur le feu pendant des jours, avec des ingrédients ajoutés continuellement au fur et à mesure de leur disponibilité. Les travailleurs se servirent des portions au fur et à mesure qu'ils allaient et venaient des champs, remplissant le chaudron selon les disponibilités. Le chaudron ne se vidait jamais complètement. Il mijotait simplement perpétuellement, une source constante de nourriture chaude pendant les mois froids, où chaque calorie comptait pour la survie. Si des os devenaient disponibles, de l'abattage ou du rare repas de viande, ils allaient directement dans le pot, enrichissant le bouillon de toute saveur et nutriments qu'il pouvait se fournir. Même les restes qui pourraient sembler immangeables selon les normes modernes trouvaient leur place dans le pot de potage. Rien n'était gaspillé. Tout ce qui pouvait contribuer même marginalement au contenu du pot y était mis. Cette cuisson continue servait également un but pratique au-delà de la simple commodité. La chaleur constante tuait les bactéries et rendait le potage plus sûr à consommer qu'il ne l'aurait été autrement, bien que les gens du Moyen Âge ne le comprenaient que par observation empirique plutôt que par connaissance scientifique. Du potage basique, nous passons à un plat qui a remarquablement comblé le fossé entre la nécessité paysanne et la célébration noble. Le frumenti, un porridge chaud à base de blé ou d'orge, apparaissait aussi bien au petit déjeuner le plus humble de la chaumière qu'à la plus grande fête de Noël. Le nom dérive du latin frumentum, qui signifie grain. Tout au long de la période médiévale, le frumenti a conservé une place spéciale dans la cuisine anglaise, souvent servi aux côtés du gibier sur les tables nobles, tout en soutenant simultanément les familles pauvres pendant les saisons maigres. Le concept de base est resté constant, grain cuit dans du liquide jusqu'à ce qu'il soit tendre et nourrissant. Ce qui variait considérablement, c'était l'exécution. La version paysanne représentait la cuisine de survie dans sa forme la plus essentielle. L'eau et le sel créaient la base. Quel que soit le grain obtenu, il était concassé ou grossièrement moulu, puis bouilli jusqu'à ce que les grains éclatent et ramollissent. Si des os de repas précédents existaient, les cuire dans l'eau créait un bouillon qui enrichissait le grain avec un minimum de ressources supplémentaires. Les préparations nobles transformaient le grain humble en quelque chose approchant le luxe. Les recettes du XIVe siècle instruisent les cuisiniers à concasser du blé propre dans un mortier jusqu'à ce que les enveloppes se séparent complètement, à le faire bouillir dans de l'eau jusqu'à ce qu'il éclate, puis à le mélanger avec un bon bouillon de viande et du lait de vache sucré ou du lait d'amande. Le mélange était enrichi davantage avec des jaunes d'œufs et coloré en doré avec du safran précieux, l'une des épices les plus chères du monde médiéval. Cette version élaborée ressemblait peu au porridge d'eau et de grains du paysan, sauf dans sa structure fondamentale. Le même grain, la même méthode de cuisson, mais des expériences complètement différentes, séparées par le vaste gouffre de la hiérarchie sociale médiévale. Là où le frumenti représentait l'extrémité la plus simple des préparations de céréales cuites, les riches savouraient une forme beaucoup plus élaborée de potage qui transformait plusieurs viandes en un luxueux plat réconfortant d'hiver. Imaginez une journée hivernale dans un manoir noble avec du givre recouvrant les fenêtres à meneaux. De la cuisine arrive le Mortraus, broyé dans un mortier jusqu'à obtenir une texture lisse, d'où son nom. Ce riche potage combinait les meilleurs ingrédients disponibles dans un plat que l'on décrivait comme devant avoir créé un plat accueillant par une journée hivernale. Le Liber Cur Cocorum, compilé en 1430, conserve une recette détaillée. Les cuisiniers commençaient par faire bouillir des poules et du porc frais ensemble jusqu'à cuisson complète. La viande était ensuite soigneusement retirée, les os séparés, et la viande désossée coupée en tranches et finement broyée dans un mortier, nécessitant un travail physique considérable. Cette viande broyée retournait dans le bouillon savoureux dans lequel elle avait cuit. Du pain râpé était ajouté pour épaissir le mélange. Du safran précieux colorait le plat en doré, tout en lui conférant sa saveur distinctive. Enfin, des jaunes d'œufs étaient mélangés pour ajouter de la richesse, et le plat fini recevait une garniture de poudre d'épices coûteuse. Les ingrédients eux-mêmes servaient de marqueurs de richesse et de privilège. Le safran, dérivé des stigmates du crocus et nécessitant de vastes quantités de fleurs,
pour produire même de petites quantités, se classait parmi les épices les plus chères du monde. L'utilisation de plusieurs types de viande dans un seul plat démontrait une abondance que les paysans pouvaient à peine imaginer. Le mortrehouse n'était pas simplement de la nourriture, c'était une déclaration comestible de statut. Alors que les paysans mangeaient un potage fin de pois et d'eau, les nobles savouraient un mortrehouse enrichi de viande, d'œufs et d'épices coûteuses. Même concept de base d'ingrédients conservés cuits dans du liquide, mais le fossé entre eux reflétait le vaste fossé de la société médiévale. Alors que les couleurs de l'automne s'estompaient vers le gris hivernal, l'Europe médiévale entrait dans ce que les anglo-saxons appelaient sinistrement le mois du sang. Commençant à la Martinmas, la fête de Saint-Martin le 11 novembre, l'abattage annuel commençait. Dans les villages et les domaines seigneuriaux, les cris des porcs et du bétail mourant se mêlaient à la fumée des feux de conservation dans un rituel annuel à la fois nécessaire et brutal. La survie hivernale exigeait un sacrifice automnal. Les animaux qui avaient brouté au printemps et en été ne survivraient pas à l'hiver avec des fourrages stockés coûteux. Mieux valait abattre en automne, conserver la viande et assurer les protéines pendant les mois glacés à venir. Le processus de conservation combinait plusieurs techniques. Le salage formait la base. Le sel extrayait l'humidité de la chair par osmose, tout en créant un environnement hostile aux bactéries qui causaient la détérioration. La viande était soit frottée soigneusement avec du sel, soit trempée pendant des jours dans une saumure suffisamment forte pour faire flotter un œuf. Après le salage initial, la viande était souvent suspendue pour sécher dans des espaces froids et bien ventilés. Enfin, de nombreuses coupes recevaient un fumage, suspendues au-dessus de feu, où elles absorbaient les composés conservateurs de la fumée. La combinaison du salage et du fumage produisait du bacon, un porc conservé qui pouvait durer des mois, et est devenu un aliment de base de l'alimentation hivernale. Le porc dominait les réserves de viande conservée, en particulier pour les gens ordinaires, pour des raisons pratiques au-delà de sa palatabilité. Les porcs se sont avérés remarquablement faciles à élever dans les villages médiévaux, nécessitant moins de pâturage que les bovins ou les moutons et consommant volontiers des restes, des glands et du fourrage que d'autres animaux d'élevage rejetteraient. Une famille paysanne pouvait élever 1 ou 2 porcs avec des ressources minimales, rendant la conservation du porc accessible même aux pauvres. Contrairement aux bovins, qui représentaient un investissement substantiel et fournissaient une valeur de travail en tant qu'animaux de trait, les porcs existaient principalement comme source de nourriture, rendant leur abattage économiquement simple. Plus important encore pour la conservation, le porc absorbait beaucoup moins de sel que le bœuf ou le mouton, l'aidant à mieux conserver l'humidité pendant le processus de salage et à rester plus palatable après des mois de stockage. Le bœuf et le mouton conservés devenaient extrêmement secs et salés, nécessitant un long mijotage pour réduire la teneur en sel et devenir comestible. Le bacon, en revanche, conservait suffisamment d'humidité et de saveur pour être consommé plus facilement, ce qui explique sa prédominance dans l'alimentation hivernale de toutes les classes sociales. Chaque partie des animaux abattus trouvait son utilité dans les foyers médiévaux qui ne pouvaient pas se permettre le gaspillage. La graisse restante était soigneusement rendue en saindoux pour la cuisson et la conservation. Cette substance précieuse pouvait être utilisée pour emballer la viande cuite pour un stockage à long terme, ou pour cuire les légumes et les céréales limitées qui constituaient les repas quotidiens. La graisse de bœuf rendue en suif produisait des bougies essentielles pour éclairer les longs et sombres mois d'hiver lorsque l'obscurité descendait en fin d'après-midi et ne se levait qu'après l'aube. Les os étaient méticuleusement conservés pour enrichir le bouillon de potage, bouilli à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il rende la moindre parcelle de saveur et de nutriments. Même les intestins devenaient des boyaux pour les saucisses, une autre forme de viande conservée qui utilisait les restes et les coupes inférieures. Le sang était collecté et transformé en boudin noir ou ajouté aux saucisses. Rien ne pouvait être gaspillé des animaux qui représentaient un tel investissement nutritionnel significatif et dont l'abattage représentait un événement annuel unique pour la plupart des familles. Dans le coin d'une chaumière germanique, un tonneau en bois reposait avec son couvercle lesté, une bulle occasionnelle remontant à travers la saumure à l'intérieur. L'odeur acidulée du chou fermenté imprégnait l'espace, une odeur familière aux foyers médiévaux de l'Europe de l'Est au territoire germanique. Cette technique a parcouru l'un des plus longs voyages culinaires de l'histoire, originaire de milliers de kilomètres avant de devenir un aliment caractéristique de l'Allemagne médiévale et de l'Europe de l'Est.
Les origines de la technique se trouvent dans la Chine ancienne, où les ouvriers construisant la Grande Muraille au IIIe siècle avant J.C. ont découvert que le chou enterré sous la neige hivernale subissait une transformation. Les premières traces, remontant à environ 2000 ans, vers le IIIe siècle avant J.C., décrivent le chou fermenté dans du vin de riz comme provision pour les ouvriers. Comment exactement cette méthode de conservation s'est propagée vers l'ouest reste partiellement obscure, perdue dans le mouvement des peuples à travers la steppe asiatique. La plupart des historiens attribuent son voyage aux Huns, aux Mongols ou aux Tatars, peuples nomades pour qui les aliments conservés représentaient une technologie de survie essentielle. Selon la tradition populaire, la technique a atteint l'Alsace vers 451 après J.C., avec l'arrivée des Huns, bien que cette date spécifique repose davantage sur la légende que sur des preuves historiques documentées. Le processus de fermentation lui-même combinait une élégante simplicité avec des exigences précises. 2 ingrédients seulement étaient nécessaires, le chou et le sel. Le chou était effiloché et mélangé soigneusement avec du sel, généralement environ 2% du poids du chou, serré dans des tonneaux pour exclure l'air et lesté pour maintenir le chou submergé sous sa propre saumure. Le mélange subissait une fermentation anaérobie. Les bactéries lactiques naturellement présentes convertissaient les sucres du chou en acide lactique qui conservait le chou et créait sa saveur acidulée caractéristique. Les communautés européennes médiévales, en particulier dans les climats froids idéaux pour la culture du chou, ont adopté la choucroute avec enthousiasme. Chaque automne, les familles préparaient d'énormes quantités pour les soutenir pendant le long hiver. Au-delà de la simple conservation, la choucroute fournissait une nutrition essentielle. Sa haute teneur en vitamine C aidait à prévenir le scorbut pendant les mois d'hiver, où les fruits et légumes frais disparaissaient. Le processus de fermentation créait des probiotiques qui aidaient à la digestion et soutenaient la santé. La saveur acidulée ajoutait une variété bienvenue au régime hivernal fade. Peut-être le plus remarquable, la fermentation conservait et même améliorait la valeur nutritionnelle du chou plutôt que de la diminuer. Considérez le défi auquel étaient confrontés les producteurs laitiers médiévaux au pic de l'été. Les vaches, les chèvres et les brebis produisaient du lait en abondance, bien plus que ce qui pouvait être consommé frais. En quelques jours, ce lait se gâtait, gaspillant de précieux nutriments. Pourtant, l'hiver approchait, période où ces mêmes animaux produiraient peu ou pas de lait. Ce décalage saisonnier a conduit au développement et à la perfection de l'une des technologies de conservation les plus réussies de l'humanité, la fabrication du fromage. Le processus de fabrication du fromage combinait fondamentalement la fermentation et le salage. Le lait frais était inoculé avec des bactéries ou des acides qui le faisaient cailler, le séparant en caillé solide et en lactosérum liquide. Le caillé était ensuite salé et pressé pour éliminer l'humidité supplémentaire. Ce qui se passait ensuite déterminait le caractère du fromage. Les fromages à pâte molle recevaient un vieillissement minimal et devaient être consommés dans les semaines ou les mois. Le fromage à pâte dure, cependant, représentait la survie hivernale elle-même. Connu en latin sous le nom de caseus vetus, vieux fromage, ces variétés vieillies subissaient des mois de stockage soigneux pendant lesquels les enzymes et les bactéries bénéfiques transformaient leur texture et leur saveur, tandis que le sel empêchait la détérioration. Le résultat pouvait être stocké pendant de nombreux mois dans les caves souterraines, surtout pendant le froid hivernal. Le climat plus frais de l'Europe a involontairement contribué à la qualité du fromage. Le fromage européen pouvait être fabriqué avec moins de sel que les variétés du Moyen-Orient en raison des températures naturellement plus fraîches. Cette teneur réduite en sel créait un environnement où divers microbes et moisissures pouvaient prospérer dans le fromage vieillissant, donnant au fromage européen vieilli leur saveur prononcée et intéressante. Les fromages qui sortaient des caves médiévales européennes ne ressemblaient guère aux fromages fortement salés des climats plus chauds. Les monastères ont joué un rôle crucial dans la perfection des techniques de fabrication du fromage. Les communautés monastiques sont devenues des centres d'excellence en matière de fabrication du fromage. Les moines ont développé certains des fromages médiévaux les plus célèbres, notamment le brie, inventé au prieuré de Rueil en Brie. D'autres fromages célèbres comme le gouda, dont les origines remontent au VIe siècle dans les communautés agricoles autour du village de Gouda, sont également devenus proéminents pendant la période médiévale. Les abbayes bénédictines ont commercialisé la production de fromage, reconnaissant que la conservation laitière pouvait générer des revenus importants. Pendant les mois d'hiver, lorsque la viande fraîche se faisait rare,
Le fromage stocké fournissait des protéines abordables à toutes les classes sociales. En descendant des marches grossièrement taillées dans l'obscurité fraîche sous une habitation médiévale, on entrait dans un espace qui fonctionnait comme le réfrigérateur de la nature. L'odeur terreuse du stockage souterrain se mêlait à l'odeur des légumes stockés, navets, panais, carottes, oignons. Cette chambre souterraine, la cave à légumes, représentait l'une des technologies de conservation des aliments les plus simples mais les plus efficaces. Contrairement aux techniques actives de salage ou de fermentation, les caves à légumes fonctionnaient par contrôle environnemental passif. La structure physique exploitait les propriétés isolantes naturelles de la terre. Partiellement ou entièrement souterraines, ces chambres restaient remarquablement stables en température, quelles que soient les conditions météorologiques extérieures. Les caves à légumes médiévales maintenaient généralement des températures entre 0 et 4 degrés Celsius, assez froid pour ralentir la détérioration, mais assez chaud pour éviter le gel. Les niveaux d'humidité restaient naturellement entre 85 et 90%, fournissant l'humidité nécessaire pour empêcher les légumes de se dessécher. Cette combinaison prolongeait la fraîcheur pendant des mois. Les légumes stockés dans ces caves partageaient des caractéristiques qui les rendaient adaptés à cette méthode. Les navets et les panais dominaient les caves à légumes médiévales, tous deux étant si courants que les navets sont devenus associés aux classes pauvres en raison de leur disponibilité omniprésente. Les carottes, qui apparaissaient dans une variété de couleurs pendant la période médiévale, se conservaient également bien. Les betteraves fournissaient à la fois des racines comestibles et des feuilles. Les oignons et l'ail étaient souvent suspendus en guirlandes au plafond des caves. Ce qui unissait ces légumes, c'est leur capacité à survivre à des mois de stockage s'ils étaient conservés correctement au sec et au frais. Les caves à légumes médiévales stockaient plus que de simples légumes. Elles fonctionnaient comme un stockage frigorifique complet. Des bocaux en terre de légumes marinés et de conserves garnissaient les étagères. La viande salée et le poisson salé bénéficiaient du stockage au froid. Dans certains cas, des chambres séparées fournissaient des conditions spécifiques pour des aliments particuliers. Les pommes nécessitaient des conditions légèrement différentes de celles des légumes racines. Le fromage affiné occupait ses propres chambres où la température et l'humidité pouvaient être surveillées pour une maturation optimale. Des chevrons des chaumières médiévales pendaient des guirlandes de cosses de pois séchés, leur contenu longtemps durci en légumineuses dures comme la pierre. Des bocaux en terre contenaient des lentilles brunes et vertes, soigneusement séchées après la récolte. Ces humbles légumineuses, haricots, pois et lentilles, représentaient l'une des sources de protéines conservées les plus anciennes et les plus fiables de l'humanité. Pendant plus de 10 000 ans, les légumineuses ont été parmi les aliments les plus importants au monde. Les preuves archéologiques retracent la culture des légumineuses jusqu'à la préhistoire. Les pois étaient cultivés dans les régions de la Méditerranée orientale et de la Mésopotamie il y a au moins 5000 ans. En Grande-Bretagne, les pois sont apparus dans la culture pendant la période médiévale et sont devenus si intégrés au régime alimentaire qu'ils dominaient les registres agricoles au XIVe siècle. La documentation historique des contes du manoir de Cuxham des années 1320 révèle que les pois de champ et l'orge constituaient les ingrédients les plus courants du potage paysan. Les avantages de stockage des légumineuses séchées les rendaient idéales pour la survie hivernale. Après la récolte, les légumineuses pouvaient être facilement séchées, simplement en les laissant dans le champ ou en les étalant dans des endroits secs, jusqu'à ce que toute l'humidité s'évapore. Une fois correctement séchées, les légumineuses conservaient leur valeur nutritionnelle pendant des périodes relativement longues, des mois, voire des années, si elles étaient conservées au sec de manière constante. Contrairement à certaines méthodes de conservation qui épuisent les nutriments, le séchage des légumineuses concentrait les nutriments, créant un aliment plus dense en énergie. La contribution nutritionnelle des légumineuses au régime médiéval ne peut être surestimée. Les haricots, les pois et les lentilles fournissaient d'excellentes protéines végétales, essentielles pour les populations où la viande représentait un luxe coûteux. Les glucides complexes offraient une énergie soutenue pour le travail physique, tandis que les fibres substantielles aidaient à la digestion. Les vitamines B, particulièrement abondantes dans les légumineuses, soutenaient le métabolisme et la santé. Les minéraux comme le fer apparaissaient en quantité qui rendait les légumineuses inestimables pour ceux dont l'apport en fer provenant de la viande restait limité. Dans un monastère, des ruches soigneusement entretenues étaient enveloppées de couches protectrices de paille contre le froid hivernal. À l'intérieur des réserves du monastère,
des pots de miel scellés représentaient la douceur conservée elle-même, une substance si précieuse qu'elle servait simultanément de nourriture, de médecine, de conservateur et de monnaie. L'apiculture prospérait en Europe médiévale, où de nombreuses fermes entretenaient des ruches et collectaient du miel. Les ruches distinctives, des paniers coniques appelés skeps, tiraient de leur nom du mot anglo-saxon skepa, signifiant panier. Le moment de la récolte du miel suivait les rythmes saisonniers documentés dans des textes comme le manuel agricole byzantin du Xe siècle, la Geoponika. Ce manuel agricole complet conseillait 3 récoltes de miel par an, la première au début de mai, la seconde pendant l'été et la troisième vers octobre, avant l'arrivée de l'hiver. Essentiel à l'apiculture durable était de comprendre que les abeilles avaient besoin de miel pour leur propre survie hivernale. Les sources médiévales conseillaient de laisser au moins 1/10 du miel lors des 2 premières récoltes et les 2/3 lors de la récolte cruciale d'automne. Cet équilibre entre le besoin humain et la survie de la colonie démontre une compréhension sophistiquée de l'apiculture. La protection hivernale des abeilles nécessitait une attention particulière. Les skeps étaient protégés par des hacles, des tentes en forme de pointe tissées de paille qui évacuaient la pluie et la neige tout en fournissant une isolation. Dans les régions plus froides du nord, les apiculteurs rembourraient les ruches avec des couches supplémentaires de paille et d'écorce. Les abeilles qui conservaient des rayons de miel pleins et recevaient une protection adéquate pouvaient survivre au froid n'importe où au sud du cercle polaire arctique. Les utilisations du miel allaient bien au-delà du simple sucrage. Le canne à sucre étant inconnu en Europe médiévale précoce, le miel servait de principal édulcorant pour tout, de la pâtisserie et de la confiserie aux remèdes populaires. Ses propriétés antimicrobiennes le rendirent précieux pour le traitement des plaies et la création de préparations médicinales. Plus important encore pour la survie hivernale, le miel formait la base de l'hydromel, souvent appelée la plus ancienne boisson alcoolisée du monde. Cette boisson à base de miel combinait la fermentation avec les propriétés conservatrices naturelles du miel, créant une boisson hivernale qui pouvait être stockée plus longtemps que la bière non houblonnée. Une fois par semaine dans les villages médiévaux, le four communal chauffait à température de cuisson et les familles apportaient leurs pâtes préparées pour la cuisson hebdomadaire du pain. Les pains qui en sortaient, sombres, denses, substantiels, étaient faits de grains divers semés l'automne précédent. Ces pains devaient durer jusqu'au jour de cuisson suivant, restant comestibles même en durcissant, jusqu'à une solidité dense qui nécessitait de les tremper dans du potage ou de la bière pour les consommer. Les céréales qui devenaient le pain médiéval reflétaient à la fois la nécessité agricole et la hiérarchie sociale. Le seigle dominait le pain paysan, semé à l'automne comme culture d'hiver qui pouvait survivre sous la neige. Le grand avantage du seigle résidait dans sa tolérance aux sols pauvres. Les sols sableux ou tourbeux qui ne pouvaient pas supporter le blé produisaient encore des récoltes de seigle acceptables. Le blé, également une culture d'hiver, produisait un pain supérieur avec une texture plus fine et une couleur plus claire, mais nécessitait un meilleur sol et des conditions plus favorables, le rendant principalement une culture pour les domaines riches. L'orge et l'avoine étaient plus couramment mélangées à d'autres céréales pour étendre les farines de blé ou de seigle plus précieuses. Les combinaisons régionales de céréales reflétaient les conditions locales et les ressources disponibles. Dans la France médiévale, le messelin, un mélange de blé et de seigle moulu ensemble, produisait un pain qui équilibrait les qualités de cuisson supérieures du blé avec la fiabilité et l'économie du seigle. Les serfs de toute l'Europe du Nord-Ouest médiévale préparaient couramment du pain à partir de seigle coupé avec de petites quantités d'orge et d'avoine, créant des pains sombres et grossiers qui fournissaient de la subsistance, sinon du raffinement. La division sociale de la qualité du pain était immédiatement visible. Des pains grossiers et sombres, mouchetés de balles et de son, garnissaient les tables paysannes, tandis que les foyers riches savouraient du pain de blé plus blanc, avec une texture plus fine. Les réalités du stockage du pain ont façonné les habitudes alimentaires médiévales, d'une manière qui pourrait surprendre les consommateurs modernes. Le pain cuit chaque semaine dans des fours communaux devenait inévitablement rassis, devenant progressivement plus dur au fil des jours. À la fin de la semaine, les pains atteignaient une dureté proche de la pierre qui les rendait impossibles à mordre directement. Plutôt que de jeter ce pain rassis, un concept qui aurait semblé incompréhensible et même péché aux gens qui comprenaient le pain comme le bâton de la vie. Les gens du Moyen Âge l'ont incorporé à leur régime alimentaire par diverses stratégies ingénieuses. Le pain dur était cassé et trempé dans du potage ou de la bière légère,
où il ramollissait et absorbait le liquide tout en ajoutant de la substance et de l'épaisseur aux soupes fines. Le pain rassis servait de tranchée, épaisses tranches fonctionnant comme des assiettes comestibles qui absorbaient les jus de la nourriture placés dessus, puis consommés à la fin du repas ou donnés aux pauvres en acte de charité. Le pain durci allait dans les soupes et les ragoûts, où un long mijotage le ramollissait tout en épaississant le liquide et en ajoutant des calories. Même les fragments vraiment immangeables n'étaient pas gaspillés. Ils étaient donnés aux porcs ou à d'autres animaux d'élevage plutôt que simplement jetés. Cette utilisation complète du pain, de la miche fraîche au reste dur comme la pierre, reflétait la compréhension médiévale que gaspiller du pain signifiait gaspiller le grain qui mettait des mois à pousser, récolter, battre, moudre et cuire. Pour les gens vivant près de la subsistance, un tel gaspillage représentait non seulement une perte économique, mais un échec moral. Imaginez le moment où un chef de ménage médiéval brisait le seau de cire d'un bocal en terre qui était resté intact dans la cave depuis l'automne. L'odeur piquante du vinaigre s'échappait à mesure que le couvercle se soulevait, révélant des légumes conservés dans de la saumure. Cette morsure acidulée et piquante coupait la monotonie fade du régime hivernal dominé par le pain, le potage et la viande fortement salée. Les légumes marinés représentèrent des plus que de la conservation. Ils offrirent de la variété, de la luminosité et des saveurs que l'hiver n'avait autrement pas du tout. La gamme d'aliments soumis au marinage s'étendait au-delà des concombres que nous associons principalement aux cornichons aujourd'hui. Les concombres, le chou et les oignons apparaissaient certainement dans les préparations médiévales marinées, mais aussi divers légumes racines, des champignons, des herbes comme la racine de persil, et même des œufs et du poisson pour des préparations spéciales. Les sources de la période Tudor documentent des préparations élaborées de légumes et d'herbes marinées conservées dans des vinaigres épicés coûteux, transformant la conservation en une démonstration de richesse. Les liquides de conservation eux-mêmes variaient considérablement. Alors que les cornichons modernes sont presque universellement associés au vinaigre, le marinage médiéval employait diverses options. Saumure faite de simples solutions d'eau salée, vinaigre lorsqu'il était disponible, jus de citron ou verjus dans les régions où ceux-ci pouvaient être obtenus, sirop à base de miel, ou sucre lorsque la richesse le permettait. L'élément commun à travers ces variations était l'acidité ou une forte concentration de sel, qui empêchait la détérioration tout en ajoutant une saveur acidulée distinctive. Les recettes historiques révèlent la complexité du marinage médiéval. Les livres de cuisine médiévaux, comme le Form of Cury du XIVe siècle, incluent des instructions pour le compost, des préparations marinées qui variaient considérablement. Ces plats médiévaux marinés combinaient des ingrédients comme les carottes, les navets, les légumes racines et les fruits, conservés dans du vinaigre et du vin, aromatisés avec des épices coûteuses comme le gingembre, le safran, les raisins secs, les graines de fenouil et le miel. Le coût des ingrédients, en particulier le safran, marquait cela comme une préparation noble, mais la technique sous-jacente s'adaptait à des versions plus simples, accessibles aux foyers ordinaires. Lorsque la récolte de pommes de l'automne arrivait, des charrettes de fruits déversées des vergers, bien plus que ce qu'un foyer pouvait consommer frais, les gens du Moyen-Âge étaient se confronter aux défis familiers de l'abondance saisonnière nécessitant une conservation. Deux méthodes principales abordèrent ce défi, le séchage et la fermentation. Les pommes séchées duraient des mois, stockées dans des récipients scellés. Le cidre fermenté fournirait la boisson d'hiver. Le séchage des pommes, documenté comme une méthode de conservation populaire au XVIe siècle, bien que certainement pratiquée plus tôt, suivait des procédures simples. Les pommes étaient coupées en rondelles ou en segments, en retirant le trognon et les pépins. Dans les climats du sud avec un soleil d'automne fiable, ces tranches pouvaient être placées au soleil chaud. Dans les régions plus nordiques et nuageuses, les tranches de pommes étaient enfilées sur de grosses ficelles et suspendues dans des endroits chauds et secs, près des foyers, dans les greniers ou dans d'autres endroits où la chaleur résiduelle et la circulation de l'air favorisaient le séchage. Les pommes correctement séchées devenaient d'excellentes collations d'hiver, moelleuses et sucrées. Au besoin pour la cuisson, elles étaient trempées dans de l'eau ou de la bière jusqu'à réhydratation, puis incorporées dans des puddings ou des sauces. La production de cidre transformait l'abondance liquide en boisson conservée. Les pommes étaient écrasées et pressées, extrayant le jus qui était ensuite fermenté par l'action de levures sauvages. La fermentation convertissait les sucres des fruits en alcool, créant du cidre dur,
une boisson alcoolisée qui servait d'alternative à la bière et à la cervoise. La teneur en alcool elle-même agissait comme conservateur, permettant au cidre d'être stocké pendant l'hiver dans des spring houses ou des caves où les températures fraîches ralentissaient la fermentation ultérieure. L'amérisation du cidre s'est avérée essentielle à la conservation dans les climats plus froids. Les tannins naturellement présents dans la peau des pommes, et particulièrement dans le cidre fabriqué à partir de variétés spéciales de pommes amères, aidaient à conserver la préparation pendant le long hiver. Dans les régions bénies par des vergers, particulièrement l'Angleterre et le nord de la France, le cidre est devenu une boisson hivernale de base. Chaque ferme avec des pommiers produisait du cidre, et le pressage de cidre d'automne devenait un événement communautaire, où les voisins se rassemblaient pour partager le travail. Par un matin de décembre, la brasserie fumait dans l'air froid, alors que la saison de brassage hivernale commençait sérieusement. À l'intérieur, les brasseurs s'occupaient du processus soigneusement contrôlé de création de la boisson la plus essentielle de l'Europe médiévale. Il ne s'agissait pas seulement de produire une boisson pour le plaisir. La bière et la cervoise fournissaient une nutrition fondamentale, une hydratation plus sûre que l'eau et des calories nécessaires à la survie pendant les mois froids. Le moment du brassage était extrêmement important. Le froid hivernal détenait le secret de la production de bière qui durerait au-delà de la consommation rapide, forcée par la détérioration rapide par temps chaud. Comprendre la bière et la cervoise médiévale nécessite de distinguer entre elles. La bière, ale, consistait en grains maltés, eau et levure. Le mou, le liquide infusé de grains, n'étant pas entièrement bouilli avant la fermentation. La bière, beer, en revanche, impliquait de faire bouillir le mou avec du houblon avant la fermentation. Le houblon aromatisait la bière et, de manière critique, la conservait. Cette distinction a façonné les habitudes de consommation de boissons dans toute l'Europe médiévale. La réalité de la conservation de la bière, ale, résidait dans le timing. L'alcool lui-même agit comme conservateur. La bière, ale, brassée avec des quantités substantielles de grains, produisant une teneur en alcool plus élevée, pouvait en effet se conserver pendant des mois dans des conditions appropriées, spécifiquement si elle était brassée pendant l'hiver. C'était l'intuition cruciale qui a façonné les calendriers de brassage médiévaux. Le commerce de la bière, ale, fonctionnait presque entièrement comme une entreprise hivernale. Les archives historiques documentent que les premiers navires transportant de la bière, ale, quittèrent les ports le 16 décembre et les derniers navires partirent le 16 mars. Les basses températures étaient essentielles pour conserver la bière, ale, pendant le transport et le stockage. L'introduction du houblon a révolutionné la conservation de la bière, beer. Vers 1200, les brasseurs de Brême, en Allemagne, ont perfectionné l'art du houblonnage de la bière, déterminant la quantité exacte et les types de houblon nécessaires pour conserver la bière jusqu'à 6 mois. Cette percée a permis d'expédier la bière, beer, sur de longues distances vers les marchés d'Angleterre et des Pays-Bas. Au XIIIe siècle, le houblon était devenu un ingrédient courant dans les bières d'Europe du Nord, bien que la bière, ale, sans houblon, ait persisté en Angleterre et dans d'autres régions, où la tradition maintenait des méthodes plus anciennes. L'importance nutritionnelle et sociale de la bière, ale et beer, s'étendait bien au-delà du simple choix de boisson. La petite bière, bière légère, avec une teneur en alcool minimale, s'avérait très nutritive, fournissant des vitamines B, des calories et d'autres nutriments provenant du grain, tout en contenant juste assez d'alcool pour agir comme conservateur et la rendre plus sûre que l'eau. Cette petite bière fournissait une hydratation sans intoxication. Les quantités consommées semblent remarquables par rapport aux normes modernes. Au XVIe siècle, les habitants des villes européennes buvaient environ 250 litres de bière par personne et par an, soit environ 3/4 de litre par jour. Cette consommation reflétait à la fois la nécessité nutritionnelle et l'imprévisibilité des approvisionnements en eau. Ces 15 recettes que nous avons explorées n'étaient pas des techniques isolées, existant indépendamment. Au contraire, elles faisaient partie d'un système intégré de survie saisonnière où chaque méthode de conservation complétait les autres dans une approche globale de préparation hivernale. Chaque automne, les gens du Moyen Âge à travers l'Europe orchestraient un effort de conservation complexe qui devait sembler chorégraphié dans sa coordination. Le bétail était abattu et sa viande salée, fumée et emballée dans du saindoux. Les légumes étaient marinés au vinaigre, stockés dans des caves à légumes ou fermentés en choucroute. Le poisson était salé en tonneaux ou séché.
Tout cela se déroulait simultanément dans une période concentrée d'activités frénétiques d'automne. Un effort communautaire où le succès signifiait la survie et l'échec signifiait la famine. Le rythme saisonnier qui gouvernait la vie médiévale a été largement oublié dans notre monde moderne de disponibilité toute l'année. Le printemps et l'été signifiaient production, croissance et abondance. L'automne apportait le travail frénétique de conservation, l'hiver signifiait vivre entièrement des provisions soigneusement conservées, la qualité du travail d'automne déterminant l'adéquation du régime hivernal. Les gens du Moyen Âge vivaient intimement connectés à ces rythmes saisonniers d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. La rupture de ce cycle ancien par la réfrigération moderne et les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales représente un changement fondamental dans la relation humaine avec la nourriture et les saisons. Le savoir incarné dans ces techniques de conservation représentait une sagesse accumulée, affinée par d'innombrables générations et transmise par tradition orale de parents à enfants, d'aînés expérimentés à jeunes observateurs. Savoir précisément quand récolter chaque culture pour une conservation optimale, quelle quantité exacte de sel utiliser sur la viande pour la conserver sans la rendre immangeable, combien de temps sécher le poisson pour obtenir une conservation adéquate sans le sursécher, quand prendre le miel des ruches tout en laissant suffisamment pour que les abeilles survivent à l'hiver, tout cela nécessitait une compréhension intime qui ne venait qu'après des années d'observation et de pratique. La grand-mère âgée qui enseignait à sa petite-fille le toucher précis de la viande correctement salée, le père qui montrait à son fils comment juger quand le poisson avait séché suffisamment, l'expert du village en fabrication de fromage qui partageait ses techniques avec ses voisins. Ces individus servaient de dépositaires du savoir de survie qui soutenait des communautés entières. L'échec dans ces techniques entraînait des conséquences bien plus graves qu'une simple déception. Mal juger la quantité de sel pouvait signifier la détérioration de la viande et la perte de réserves de protéines qui représentaient des mois de gestion prudente. Ce savoir, par conséquent, n'était pas une information anodine à se souvenir à moitié ou à appliquer négligemment. C'était la survie elle-même, incarnée dans la technique et la pratique, gardée et transmise avec le sérieux qu'elle méritait. Les dimensions sociales de la conservation révèlent que si les mêmes techniques de base étaient employées dans toutes les classes sociales, l'exécution et l'expérience différaient considérablement. Paysans et nobles dépendaient de tous deux de la nourriture conservée. Le défi de l'hiver ne reconnaissait aucune distinction sociale dans son exigence fondamentale de nourriture qui durerait. Tous deux étaient confrontés à la même réalité. La nourriture fraîche disparaissait à l'arrivée de l'hiver et la survie dépendait de ce qui avait été conservé des mois auparavant. Pourtant, le potage fin du paysan à base d'eau, de pois secs et de sel ne ressemblait en rien aux mortreuves du noble enrichi de multiples viandes, de safran et d'épices coûteuses. Tous deux dépendaient du salage et du fumage pour conserver la viande. Mais le paysan mangeait du porc fortement salé et immangeable, qui nécessitait un long trempage et une longue cuisson pour devenir comestible, tandis que les nobles savouraient du jambon frotté au miel et aux épices avant le fumage, créant une viande conservée qui restait relativement agréable à consommer. Les mêmes principes fondamentaux de conservation, le sel extrait l'humidité, la fumée ajoute des conservateurs, le froid ralentit la décomposition, produisaient des expériences culinaires radicalement différentes, reflétant et renforçant la hiérarchie sociale rigide qui structurait la société médiévale. L'hiver, en ce sens, servait à la fois d'égaliseur et de diviseur, égaliseur en ce que tous dépendèrent de la nourriture conservée, diviseur en ce que la richesse déterminait la qualité et la variété de ce qui avait été conservé. L'impact économique de la conservation des aliments s'étendait bien au-delà de la survie des ménages pour façonner le commerce médiéval. La capacité de conserver le poisson transformait l'abondance régionale en denrées échangeables, qui circulaient le long des routes de la Ligue hanséatique à travers l'Europe. Le poisson séché et le hareng salé sont devenus si précieux et fiables qu'ils fonctionnaient efficacement comme monnaie. Les monastères ont bâti des entreprises commerciales autour de la production de fromage, reconnaissant que les produits laitiers conservés pouvaient générer des revenus substantiels tout en nourrissant leur communauté. L'économie médiévale, en un sens réel, était elle-même préservée. Le commerce de produits conservés constituait une part substantielle du commerce médiéval. L'observance religieuse a profondément influencé la culture alimentaire médiévale par les exigences de jeûne du christianisme. Le mandat que les chrétiens fidèles s'abstiennent de viande a créé une demande massive et fiable d'alternatives,
en particulier de poissons conservés. Les exigences strictes du carême et d'autres périodes sans viande ont généré une pression intense pour développer des systèmes efficaces de conservation et de distribution du poisson. Les restrictions alimentaires imposées par l'observance religieuse ont ainsi stimulé l'innovation technologique et commerciale. Ce qui nous frappe le plus poignamment en regardant ces techniques, c'est tout ce que nous avons perdu. La grande majorité des gens aujourd'hui ne savent pas comment conserver les aliments sans réfrigération. Nous avons perdu le lien avec les cycles alimentaires saisonniers. Nous ne comprenons pas la science de la conservation que nos ancêtres connaissaient intimement par expérience pratique. Nous avons oublié le goût des aliments correctement conservés. Ce lien rompu avec notre patrimoine représente une perte de savoir-faire pratique et de compréhension de la manière dont la nourriture et les saisons sont connectées. En regardant d'un point de vue moderne, il y a beaucoup à apprendre de la survie hivernale médiévale. La société contemporaine a connu une renaissance d'intérêt pour les techniques de fermentation, avec la choucroute, le kombucha et le pain au levain trouvant de nouveaux publics. La fabrication artisanale de fromage a connu un renouveau, alors que les consommateurs recherchent des alternatives à la production industrielle. Le mouvement de la ferme à la table tente de reconnecter les gens aux rythmes alimentaires saisonniers. Les préoccupations concernant la durabilité rendent à nouveau pertinentes les techniques de conservation traditionnelles, car les gens reconnaissent que ces méthodes médiévales étaient remarquablement écologiques, ne nécessitant aucune réfrigération, des apports énergétiques minimes et produisant peu de déchets. La sagesse qui vaut la peine d'être retrouvée va au-delà des techniques de conservation spécifiques pour englober une compréhension plus large. Les gens du Moyen Âge comprenaient viscéralement que l'abondance devait être conservée pour les temps de disette, une leçon que les sociétés modernes riches ont largement oubliée dans notre attente de disponibilité perpétuelle. Ils savaient transformer la nourriture pour qu'elle dure, employant des processus chimiques et biologiques pour modifier fondamentalement les propriétés de la nourriture tout en conservant, voire en améliorant, sa valeur nutritionnelle. Ils appréciaient les rythmes saisonniers, vivant en harmonie avec les cycles de croissance et de dormance que la technologie moderne nous permet d'ignorer. Ils ont construit la sécurité alimentaire par le savoir et la technique plutôt que par la technologie et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque nous voyons cela à travers les yeux d'aujourd'hui, nous constatons que nos ancêtres n'étaient ni primitifs ni arriérés. Ils étaient des praticiens ingénieux, compétents et habiles de technologies alimentaires sophistiquées. Ils ont résolu le problème de la survie hivernale sans électricité, sans réfrigération ni chimie moderne, en utilisant uniquement l'observation, l'expérimentation et la tradition accumulée. Les aliments qu'ils ont créés, fromage vieilli, choucroute, bacon, cornichons, poissons séchés, pain, bière, sont toujours avec nous aujourd'hui, appréciés non par nécessité mais par préférence. Leur héritage culinaire perdure d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper, avec des techniques développées pour la survie devenant des traditions célébrées et des métiers artisanaux. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les hivers médiévaux et les recettes oubliées qui ont rendu la survie possible pendant ces longs et froids mois où la nourriture fraîche devenait un lointain souvenir. J'espère que vous avez découvert quelque chose de nouveau sur la façon dont nos ancêtres vivaient, mangeaient et enduraient, comment ils ont transformé le défi de la rareté hivernale en une opportunité d'ingéniosité, et comment leurs solutions aux problèmes fondamentaux de survie continuent d'influencer notre culture alimentaire aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette exploration de la sagesse culinaire médiévale et des techniques de conservation, je serais ravi si vous donniez un j'aime à cette vidéo et la partagiez avec toute personne intéressée par l'histoire, la conservation des aliments ou la vie médiévale. Abonnez-vous pour voir plus de plongées profondes dans les détails de l'histoire médiévale que les manuels négligeant souvent. Les réalités quotidiennes, le savoir pratique, les histoires humaines derrière les grands récits politiques. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 15 recettes aimeriez-vous le plus essayer vous-même? Avez-vous déjà préparé l'un de ces aliments traditionnels conservés? D'ici la prochaine fois, que vos caves soient pleines, vos feux chauds et vos provisions d'hiver abondantes.